Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Lise Natanson. Bonjour Julie. Tu es psychologue de la thérapie par le jeu, tu es formatrice et tu es psychothérapeute. Aujourd'hui on va parler des conséquences sur le développement de l'enfant quand ils subissent et voient de la violence conjugale à la maison. Oui. Alors il y a jusqu'à peu de temps, on pensait que les enfants n'étaient pas des victimes, on ne les considérait pas comme des victimes des violences conjugales. Et on a commencé à considérer cette question, cette problématique il y a à peu près une trentaine d'années, alors que ça fait depuis les années 1970 que dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons et en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'études sur le sujet. En fait, les enfants subissent des graves dommages dus aux violences conjugales. Ils sont maintenant considérés comme des co-victimes au même titre que la mère, puisque c'est dans la plupart des cas la mère en fait, qui est victime de violences conjugales, et le père ou le beau-père qui est auteur de violences conjugales ou agresseur. Alors ils sont pas sûrs, le statut a changé, hein, c'est victime, il n'y a plus de co. Le statut a été changé il y a 1 an ou 2 et ça y est, ils sont pleinement reconnus victimes. Les enfants voilà, c'est ça. Mais avant, on les considérait comme des témoins. Oui, exactement. Mais on ne les considérait pas du tout comme victimes. Je trouve que c'est une avancée génialissime. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, dans 80% des cas, les enfants ont été témoins oculaires ou témoins auditifs des violences conjugales. C'est beaucoup, 80. C'est énorme. Et de toute façon, les 20% restants, ils sont témoins aussi du climat de dénigrement, d'isolement, de terreur, et de terreur surtout dans lequel la famille est plongée. Lise, quelles sont les conséquences du coup sur le développement de l'enfant d'assister, de vivre ces violences conjugales? Les conséquences, elles sont nombreuses et en fait, elles englobent différents aspects de l'enfant. Elles vont affecter son développement neurologique, elles vont affecter son développement psychologique et elles vont affecter son développement social. Alors, développement neurologique, par exemple, on sait que même les bébés, les tout petits en fait, vont avoir un hypothalamus, donc cette partie du cerveau qui fait partie du cerveau limbique et qui est responsable en partie de nos réactions dans les situations de peur, de stress. Cet hypothalamus va être élargi. Et on sait que ces enfants vont être plus sensibles à des signaux de danger, même minimes en fait, en tout cas qui pour un autre enfant seraient considérés comme minimes. Ils vont être plus sensibles et donc ils vont, puisque c'est pour ces enfants des signaux de stress, ils vont réagir en étant soit plus agressifs, soit plus inhibés. Et donc plus craintifs. Du coup, ils sont en alerte tout le temps en fait. Exactement. Alors, ces enfants sont en alerte, ils sont dans un état d'hypervigilance dû à ce qu'ils ont vécu. S'ils sont tout bébés, c'est plus au niveau des sens. Ils vont capter cette violence à travers les sens. Aussi bien du côté d'ailleurs de l'auteur des violences que de la victime des violences. Oui, puis une crispation dans le corps, quand on a tout le temps peur, on sursaute. Voilà, une maman par exemple qui a peur, elle va être tendue, et puis peut-être que même par moment, si elle-même elle vit elle a une mémoire traumatique due aux violences conjugales, elle va se dissocier, donc elle n'est pas bien dans son corps, et le bébé il va sentir que sa maman elle n'est pas vraiment là. De même, chez l'auteur des violences, le bébé va sentir, s'il est porté, qu'il y a quelque chose de menaçant dans la façon dont son père ou son beau-père le porte. Et puis quand sa figure d'attachement est en détresse, les bébés sont en miroir, ils observent, ils ressentent. Quand on sent que la personne qui est censée nous protéger est en danger, on se dit que nous, on ne peut pas être en sécurité. Donc c'est vraiment un phénomène logique, mais c'est quand même très important de le rappeler, quoi. Oui, c'est ça, c'est que en fait l'enfant il est vraiment sensible à la sécurité, aussi à ce que va dégager son parent. Il va se développer, comme tu disais, en miroir, et si le système nerveux des parents est dérégulé, on dit selon la théorie polyvagale, alors le système nerveux de l'enfant aussi va être dérégulé. Donc ce sont déjà sur un plan neurologique des enfants qui vont se développer avec des obstacles et de façon différenciée des enfants, on va dire lambda. Sur le plan psychologique, ce sont des enfants aussi qui vont être beaucoup plus anxieux, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus dépressifs aussi, et qui vont
potentiellement avoir des troubles psychotraumatiques. On sait que dans 60% des cas, dans des violences conjugales, les enfants développent des troubles psychotraumatiques, bien sûr. avec des conduites d'évitement, mais aussi des symptômes de reviviscence, de répétition et des cauchemars. Des cauchemars, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de l'hyperactivation neurovégétative. D'accord, et puis ça doit se témoigner par les enfants qui mangent trop ou pas assez, des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer en classe, des enfants qui font encore pipi au lit très tardivement. Enfin, ça engendre un ralentissement et un dérèglement du développement classique en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on assiste parfois à l'émergence de peurs nouvelles chez les enfants ou des conduites d'agrippement de la maman par exemple chez les petits, ou l'impossibilité de dormir seul, et ça c'est assez fréquent. Donc d'un point de vue psychologique, il y a aussi des graves entraves pour ces enfants qui sont victimes de violences conjugales, et sur le plan social aussi, les violences conjugales entravent vraiment la socialisation de l'enfant, puisqu'en fait il va apprendre de ses parents, et ce qu'il apprend de ses parents, c'est qu'il y a un dominant et il y a un dominé, une dominée la plupart du temps, et que la négociation n'est pas possible dans ces familles-là. C'est des enfants qui ont du mal à négocier avec les frères et sœurs, avec les amis, après à l'école par exemple, et ce sont aussi des enfants qui vont avoir du mal à s'autonomiser, à faire des choix, parce que l'autonomie est très mal vue est très difficilement acceptable pour un auteur de violence. Il ne supporte pas que, par exemple, sa femme s'autonomise et pense différemment de lui, parce que ce sont des personnalités très fusionnelles. Et de même, il va avoir du mal à ce que son enfant s'autonomise, aille vers les autres, par exemple, fasse ses propres choix. Et donc, ce sont des enfants vraiment en difficulté. Donc, on voit que ça concerne tous les aspects de la vie d'un enfant, neurologique, psychologique et sociale. Oui, parce que l'estime de soi ne doit pas être bonne non plus. On se construit avec soi une mère, si on est une fille, qui est en très grande difficulté, ou un père bourreau quand on est un garçon, donc peut-être que... les enjeux se retrouvent, soit on s'identifie à la victime, soit au bourreau en étant plus tard. Enfin, c'est ce que j'observe vraiment massivement en tant qu'éducatrice de rue. Les enfants qui grandissent, les adolescents, sont soit l'un, soit l'autre. Ouais. Il y a rarement une demi-mesure. À l'adolescence, les enfants, les enfants devenus plus grands, en fait, vont avoir des tendances à reproduire les violences qu'ils ont subies et dont ils ont été témoins, soit en effet en étant auteurs de violences, soit en étant victimes de violence. Et alors aussi une chose importante, c'est que les conséquences sont graves. On voit pour tous les enfants qui ont été victimes de violences conjugales, mais elles sont particulièrement graves chez les enfants qui ont une double exposition, c'est-à-dire qui ont été exposés, qui ont été témoins des violences conjugales, et aussi qui ont été violentés directement de façon physique, parce qu'il y a 40% des enfants qui subissent des violences physiques directes de la part des auteurs de violences conjugales. 40%. Et bien chez ces enfants-là, ce que les études montrent, c'est que tous les troubles dont je l'ai parlé avant sont majorés. Donc ça, voilà. C'est d'une grande tristesse, mais c'est ainsi. C'est pour ça qu'on invite les enfants à le signaler, à en parler, et surtout aux adultes de croire les enfants, parce que c'est encore un sujet où on se pose la question, c'est ce que l'enfant dit la vérité. Alors, c'est vrai que on se pose, ça c'est une culture très nocive. La victime n'a jamais la bonne place dans cette société. Oui, et en tout cas en France, c'est aussi, et peut-être même en particulier le cas. Il y a aussi le fait qu'il y a la loi du silence qui existe autour de la violence conjugale, et que les enfants ont honte, et alors, les adolescents encore plus, ils ont honte en fait de vivre ça, et ils se sentent coupables. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de la violence conjugale qui est déclenchée autour des questions éducatives. Et il y a 75% des passages à l'acte violent qui se font sur des questions éducatives. Et donc l'enfant, qui a déjà tendance à être égocentré, c'est normal dans son développement, en tout cas à un certain âge, il va vraiment penser que c'est de sa faute, si donc le sentiment de culpabilité et la honte étant énorme, avec la loi du silence, parce en plus on peut lui dire de façon plus ou moins explicite ou implicite de se taire, eh bien les enfants parlent peu. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour les professionnels de voir qu'un enfant est victime de violence, parce qu'il peut y avoir de violence conjugale, parce qu'il peut y avoir des signes qui sont
indistincts. Exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des questionnaires et aussi qui concernent aussi les femmes et de pouvoir poser des questions directes pour savoir s'il y a de la violence conjugale. Et donc c'est important aussi que l'éducation nationale se mobilise pour pouvoir faire de l'information tout simplement. Et puis on observe aussi que c'est très compliqué de soigner des enfants qui retournent chez le père qui a toujours des droits parentaux alors qu'il a été condamné pour des violences sur madame. Ça, c'est un non-sens sociétal encore à l'heure actuelle, parce que voilà, soigner un enfant qui baigne dans de la violence, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est toujours mieux que rien, mais la protection de l'enfant, c'est quand même une priorité. Hein. Pendant longtemps, on a cru en plus qu'un mauvais mari pouvait être un bon père, mais évidemment que c'est pas possible. Le fonctionnement est structurel chez ces personnes, et si elles ont cette violence en elles et cette impossibilité de gérer la frustration, etc., elles le reproduisent avec les enfants, et puis leurs enfants ont assisté à ces scènes de violence, et en ça c'est extrêmement déstructurant. Et comme ces personnes manquent d'empathie, elles ne peuvent pas se mettre à la place de l'enfant. Le problème, c'est vrai en France, c'est que si le père en fait a l'autorité parentale conjointe, eh bien il peut s'opposer à des soins psychothérapeutiques de l'enfant. Moi j'ai souvent le cas, j'ai souvent le cas en pratique libérale, et c'est assez complexe quoi. Donc pour le moment en fait ce qui existe c'est quand les femmes sont hébergées dans des lieux d'accueil avec leurs enfants, là il y a des programmes vraiment, des protocoles et des programmes qui sont destinés aux enfants pour les aider à sortir du silence, à les sortir de la honte, du sentiment de culpabilité, à identifier et gérer leurs émotions, à apprendre à négocier, etc. etc. Un travail dur. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a énormément à faire. En tout cas, merci beaucoup Lise pour ces mots. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.